Donc voilà, bon, merci beaucoup donc Nicolas Palierne, et donc nous vous écoutons. Bonsoir à toutes et tous, donc merci beaucoup de votre invitation. Donc moi je suis Nicolas Palierne, je suis sociologue, je suis docteur en sociologie exactement. Je vais vous parler donc d'une enquête qu'on a menée à l'université de Poitiers, qui a donné lieu à une publication, un ouvrage qui est sorti en 2020. Le terrain, comme on appelle en sociologue, c'est-à-dire le lieu où on a enquêté, le matériel, nos entretiens ont été réalisés, vous allez le voir, il y a une dizaine d'années. Donc ça demande toujours un petit peu de remettre un petit peu les choses dans leur contexte. J'y reviendrai. Et donc l'enquête, on l'a menée avec notamment Ludovic Gossot, qui est maître de conférence, donc sociologue également à l'université de Poitiers, et puis qui est aussi le deuxième auteur de l'ouvrage dont je vais vous parler. Moi ça me dérange pas s'il y a des questions, même en cours de l'intervention, s'il y a des termes, parce que c'est un peu le travers des fois des universitaires, on tend à s'oublier qu'on jargonne. Donc s'il y a vraiment des choses qui vous échappent, vous levez la main et puis je reformule. Là si j'ai bien compris, il y a peut-être le terme régulation qui peut peut-être poser problème, vous vouliez peut-être que je reformule. N'hésitez pas, il y a pas de, vous levez la main, je reformule les choses. Donc effectivement, le titre de la conférence s'appelle « Les alcoolisations sous l'angle des régulations familiales et juvéniles des sorties festives ». Je pense que familial, juvénile, c'est bon pour tout le monde. Régulation, en fait, ça veut simplement dire qu'on va reparler de l'éducation, plus largement, notamment parentale, mais finalement de tout ce qui va se jouer sur la manière d'essayer un petit peu de contrôler ce qui se joue lorsque les adolescents vont sortir, notamment faire la fête, et puis surtout vont voir commencer à consommer des produits psychotropes. Donc produits psychotropes, c'est aussi ce qu'on appelle tous les produits ou les substances psychoactives, c'est-à-dire qui ont un effet de modifier l'état de conscience. Et donc les effets psychotropes, les produits psychotropes, ça se limite pas seulement aux médicaments psychotropes, c'est-à-dire que ça va renvoyer aussi bien à des produits légaux qu'à des produits illégaux. Et là, en l'occurrence, on va plutôt se centrer ici majoritairement sur le cas de l'alcool. Mais pour les jeunes, les principaux produits psychotropes qui sont consommés, ça va rester l'alcool, le tabac, le cannabis. Les autres produits restent quand même majoritairement à la marge. Et qui plus est, sur les jeunes dont je vais vous parler, puisqu'on est plutôt sur des âges de lycéens. Ça va ? Donc, cette enquête, elle a donné lieu à un ouvrage qui est sorti donc aux presses universitaires de Rennes, qui s'appelle « La confiance dans les relations familiales », donc régulation des sorties juvéniles, genre et usages sociaux de psychotropes. La notion de genre, je pense que vous la maîtrisez un petit peu, en tout cas ça vous parle un petit peu. Il faut repréciser un petit peu. Ouais. Donc le genre, c'est une notion qui est assez complexe, je pense que vous l'entendez, c'est quand même régulier sur l'agenda médiatique et politique. Ça renvoie, disons plus largement, à toutes les dimensions qui touchent les hommes et les femmes, mais aussi les personnes qui ne se reconnaissent pas dans ces catégories-là. Et nous, de notre point de vue sociologique, ça renvoie avant tout à des rapports de pouvoir qui vont hiérarchiser, qui vont mettre sur une place un peu plus importante tout ce qui va toucher au masculin, et qui va dévaloriser tout ce qui va toucher au féminin. Donc c'est vraiment les rapports entre le groupe des hommes et le groupe des femmes, mais aussi les personnes qui échappent à ces, en tout cas qui ne se reconnaissent pas dans ces catégories, et puis plus largement une manière de signifier le pouvoir. Quand on a des rapports de pouvoir, des rapports de domination, on tend plutôt à dévaloriser les autres sous des traits qui échappent à la masculinité ou qui échappent, en tout cas qui renvoient à la féminité. Vous n'hésitez pas, si... En tout cas, je reviendrai un peu plus loin sur ces notions-là. Donc ça, c'était pour le livre qui a donné lieu. Voici un petit peu les grands axes sur lesquels je vais m'attarder aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais vous parler de cette relation de confiance, puisque c'est souvent sous ce terme-là que les personnes qu'on a interrogées nous évoquent l'éducation qui est donnée au moment de l'adolescence. C'est un petit peu mes parents me font confiance, ou je vais faire confiance à mon adolescent. Donc voir un petit peu ce qui se joue sous cette notion-là.
Ensuite, ce qui nous intéressait, c'était de pointer les limites de la confiance, c'est-à-dire que la confiance, elle n'est pas suffisante pour s'assurer qu'il n'y ait pas de prise de risque, notamment dans les consommations ou dans les sorties. Donc revenir un petit peu sur, là encore, ce qui peut se jouer derrière cette confiance et le côté un petit peu faillible. Et puis ensuite, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir, c'est là un petit peu ce terme régulation, c'est-à-dire de voir comment, dans les familles, il y a une forme de réduction des risques. La plupart quand même de leurs adolescents sont consommateurs des produits que j'ai évoqués, majoritairement tabac et alcool pour la plupart, cannabis pour une partie d'entre eux. Et donc c'était un petit peu de voir quels peuvent être les risques qu'ils essayent d'éviter. Ils ne sont pas forcément opposés à la consommation, mais ils essayent de faire en sorte qu'il y ait certains risques que leurs adolescents ne prennent pas. Et là, vous les avez retrouvés, c'est-à-dire le risque routier, l'idée de prendre le volant ou le scooter, la mobilette, en tout cas le deux roues motorisé, sous influence, le risque des violences sexuelles, le risque des violences physiques. C'était vraiment les 3 types de risques majeurs qui intervenaient aussi bien dans le discours des parents que dans le discours des jeunes. Et puis ensuite, ce qui m'importe, et là on va retrouver la dimension de genre, peut-être un mot aussi un peu compliqué, une prévention parentale asymétrique. Ça veut simplement dire que les pères et les mères ne vont pas accorder les mêmes marges de liberté aux filles et aux garçons durant leur adolescence. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une relation qui est entre guillemets équitable, qui est juste pour les filles et les garçons, notamment au regard des violences de genre, c'est-à-dire notamment les violences sexuelles ou les violences physiques. Vous me suivez toujours ? Oui. On continue. Donc cette conférence s'appuie sur une enquête qualitative. Qualitative, ça veut dire qu'on n'a pas fait des statistiques, on a fait des observations, on a fait des entretiens. Et l'enjeu, l'objet de cette enquête, c'était ces régulations familiales des sorties et des consommations adolescentes de produits psychotropes. Donc l'enquête a fut menée dans l'ex-Poitou-Charentes entre 2014 et 2016. On a fait des entretiens semi-directifs, ça veut dire en fait qu'on a quelques questions à poser, mais qu'on reste ouvert pour entendre aussi autre chose. C'est pas comme un questionnaire où on a simplement les questions sur lesquelles on est venu chercher. On est aussi là pour écouter la personne sur ce qu'elle a pu, ou en tout cas sur ce qu'elle a à nous dire, au-delà des questions qu'on avait préparées. Donc, dans notre population, on a une vingtaine de parents, on a 12 mères et 8 pères. On a eu un peu plus de mal à capter les pères. Ils essayaient un petit peu de fuir notre sollicitation. Aussi parce que finalement, ils se sont un peu moins concernés par l'éducation. Ils renvoyaient plutôt aux mères pour répondre à l'étude. Et puis, on a une quarantaine de lycéens ou apprentis, en l'occurrence 15 filles et 26 garçons. Et on a essayé de diversifier, puisqu'on les a sollicités dans leur établissement scolaire. Donc là, on n'a que des jeunes scolarisés. Et on a essayé de diversifier, puisqu'on a pris un lycée général et technologique, un lycée professionnel, un centre de formation et d'apprentissage et une maison familiale rurale. Ce qui nous importait, c'est qu'on sait que socialement, sociologiquement, on ne vient pas forcément des mêmes catégories sociales pour être orienté ensuite vers ce type d'établissement. Donc c'était aussi pour avoir une diversité sociale qu'on est passé par ces différents établissements. Et donc, notre objectif, c'était d'essayer de mettre en lumière les façons dont les gestions familiales des sorties et des potentielles consommations s'organisait comme une forme ordinaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément pensée comme telle, comme une forme de réduction des risques, au moins dans les conceptions profanes. Conception profane, ça veut simplement dire que là aussi, c'est des conceptions ordinaires, c'est-à-dire que ce n'est pas les conceptions des professionnels, c'est les conceptions de tout à chacun. Donc, comme je vous l'ai dit un petit peu en préambule, il y a une précision, vous l'avez vu, je vous l'ai dit, 2014-2016, donc ça a une dizaine d'années. Donc il y a quand même plusieurs changements sociétaux importants. Tout ce qui va toucher notamment aux questions des violences sexuelles, on est avant vraiment que le phénomène MeToo prenne une telle ampleur. On est avant l'affaire Weinstein. Et donc, on peut s'entendre qu'aujourd'hui, il y a certaines choses qui vont changer sur ces dimensions-là, sur la dimension, disons, plus globale des rapports genrés, donc des rapports qui renvoient à ces relations hommes-femmes notamment. Et puis on a également le Covid qui est passé, donc là aussi la manière de faire la fête a pu aussi profondément être transformée, au moins dans un premier temps, puisque les jeunes n'avaient plus d'occasion de sortie. Donc ça reprend un petit peu, mais les choses ne sont pas complètement à la normale, en tout cas pas tout à fait au même stade qu'auparavant des confinements.
Et puis, une autre petite précision, c'est qu'on a essayé, je vous l'ai dit, d'essayer de diversifier au regard du sexe, au regard du genre, au regard de la classe sociale, mais on a une population qui a été relativement homogène en termes de racisation, c'est-à-dire qu'en grosso modo, on a plutôt des personnes qui ne sont pas racisées, au regard de la sexualité et de l'orientation sexuelle. Grosso modo, on avait surtout des hétérosexuels dans notre population. Donc là-dessus, voilà, on n'a pas une diversité totale par rapport à notre corpus. Donc ce qui apparaît largement sur ces questions, c'est qu'on a certes un certain rapprochement dans les consommations des filles et des garçons. Peut-être que vous avez entendu un petit peu ces choses-là dans les médias à chaque fois qu'il y a des grandes enquêtes nationales qui sortent. Les filles tendent un petit peu à se rapprocher dans les manières de consommer, mais on constate quand même qu'il y a des écarts importants et des inégalités, notamment dans les pratiques les plus à risque. C'est-à-dire que ça reste toujours les garçons qui consomment plus souvent, en plus grande quantité, et on va retrouver des écarts filles-garçons d'autant plus marqués que les consommations sont importantes. Ce qui montre que le genre, donc en tant que construction sociale et symbolique des sexes et de leur hiérarchie, continue encore de structurer fortement les usages, leur signification et les rapports au risque. On voit bien que tout le monde ne consomme pas de la même manière et que le fait d'être un homme, de se reconnaître dans ces masculinités-là, va encourager davantage de consommation. Donc le genre va influencer fortement, d'une part, les consommations, mais du coup, va aussi influencer fortement le rapport des parents aux sorties et aux consommations, comme je vais vous le montrer. Donc on voit que les garçons et les filles ne risquent pas la même chose lorsqu'ils font la fête, lorsqu'ils sortent et lorsqu'ils consomment les différents produits. Au niveau de la relation de confiance, on voit, et c'était un petit peu notre porte d'entrée sur l'étude, c'est que les sorties et les consommations peuvent représenter un risque, voire une déviance, c'est-à-dire s'écarter de la norme, et que notamment des normes sanitaires, mais aussi des normes de la famille. C'est-à-dire qu'en France, la majorité des Français consomment de l'alcool, mais la majorité ne consomme ni tabac ni cannabis. Donc le fait de consommer du tabac ou du cannabis peut être vu comme une déviance dans les normes de certaines familles. Et donc de ce point de vue-là, on considérait que ça restait un bon moyen d'analyser la place et le rôle de la confiance dans les familles, au regard justement des potentielles consommations. Et notre hypothèse générale, quand on a conduit cette étude, c'était de considérer que la confiance, le fait d'accorder sa confiance ou de recevoir la confiance des parents, était une sorte de passage obligé au moment de l'adolescence, à travers deux processus, c'est-à-dire l'autonomisation, l'enfant va devenir de plus en plus autonome jusqu'à devenir un adulte, et aussi la responsabilisation qui accompagne ce processus-là, puisqu'il s'agit aussi de faire porter à l'enfant de plus en plus de responsabilités, notamment la responsabilité de ses actes, et ça, ces deux processus-là, ils se construisent dans l'éducation de la famille. Donc l'autonomisation renvoie à la demande des jeunes. Les jeunes sont aussi les premiers à demander d'avoir de plus en plus de liberté, de plus en plus d'autonomie. Ils n'ont plus envie d'être considérés comme des enfants. Et la responsabilisation, ça renvoie aussi à une forme de délégation de l'autorité et du respect des normes des parents, qui reste variable socialement, qui reste variable selon les familles, et qui consiste à prendre en charge, à prendre en responsabilité les conséquences de ces actes, notamment celles qui ont un lien avec les prises de risques. Donc côté parents, la relation de confiance, qui s'inscrit de plus en plus au moment de l'adolescence, s'inscrit plutôt comme une forme de supervision de l'activité des adolescents, c'est-à-dire qu'on veut avoir un œil, on veut savoir ce que font les adolescents, plutôt qu'une direction, où là on a plutôt un rapport qui est plus autoritaire, disons, et qui témoigne plutôt de l'éducation qu'on reçoit lorsqu'on est enfant. Côté jeune, cette forme de confiance, elle renvoie à une offre, en tout cas elle offre une marge de liberté, et cette marge de liberté, elle peut prendre différents sens. Elle peut prendre différents sens parce que d'un côté, ça peut être vu comme le respect strict des normes, des conditions imposées par les parents. Tu es autonome, je te laisse plus de liberté, par contre tu dois faire ce que je t'ai demandé de faire. Et d'un autre côté, cette marge de liberté, puisqu'on n'est plus totalement sous le regard direct des parents, ça peut aussi laisser une marge de liberté où on peut faire un petit peu ce qu'on veut sans forcément respecter ce que les parents nous ont demandé de faire. Et c'est un petit peu tout l'enjeu de cette confiance, parce que quand on fait confiance à quelqu'un,
on ne sait pas strictement ce qu'il fait. On lui accorde sa confiance, il y a toujours une part d'incertitude. Et c'est ça qui nous intéressait dans notre étude. Donc quand on a interrogé aussi bien les parents que les enfants, on a dans un premier temps, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je vous le donne quand même, on a essayé de voir un petit peu quel pouvait être le sens qui était donné sous ce mot confiance. Et en réalité, on s'est aperçu qu'il y avait différents types de relations sous ce même terme. On en a retrouvé 4, c'est-à-dire un idéal, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas forcément mis en pratique, mais auquel on aimerait, c'est-à-dire on aimerait que l'échange, que la communication soit totalement transparente. On aimerait que nos adolescents nous disent absolument tout de ce qu'ils font. Et ça, vous l'avez vu, c'est plutôt un idéal, ça ne marche pas. D'accord ? Ça peut être vu comme un calcul. Le calcul, et là on est plutôt sur une forme d'instrumentalisation, et l'instrumentalisation, elle va se jouer des deux côtés. C'est-à-dire que les parents vont dire « je te laisse de la liberté, par contre, je veux que tu me racontes tout ». Et du côté des jeunes, le calcul, ça va être « oui, je vais faire ce que tu me dis, laisse-moi ma liberté et je fais ce que je veux derrière ». Donc il est là le calcul. Ça peut être vu comme un contrat, où là par contre, à la différence des deux autres cas, on pose clairement les normes à respecter. C'est-à-dire qu'ils ont leur marge de liberté, par contre ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent aussi ce qu'ils ne doivent pas faire. Et si ils ne respectent pas ces normes, dans ces cas-là, il y a sanction, si les parents savent que la confiance a été trahie. Et ensuite, et c'est quand même ce qui domine, on a parlé de contraintes pragmatiques, c'est-à-dire que de toute façon, les parents et les adolescents, ils n'ont plus vraiment le choix de faire autrement. Parce que ce ne sont plus des enfants, ce ne sont pas encore des adultes, et donc la confiance, elle s'impose un peu à eux. C'est une contrainte pour faire face justement à cette situation même de l'adolescence, c'est-à-dire, et c'est un petit peu le propre de ce que je vous ai mis plus bas, c'est une forme de compromis. Un compromis entre différentes valeurs, entre différentes normes, c'est-à-dire, dans un premier temps, des normes sociétales et familiales, telles que l'amour, la transparence, la non-violence, l'échange. La confiance, ça permet de répondre à ces formes d'exigence, à ces formes de normes sociales. On veut qu'il y ait une communication avec nos enfants, on veut plus d'un rapport éducatif qui soit basé sur la violence, on veut quand même leur donner de l'amour et donc de la liberté, et puis on veut aussi que ça soit transparent. On ne veut pas que nos adolescents nous cachent des choses. Ça renvoie aux exigences d'autonomisation des jeunes. Les jeunes demandent à avoir cette liberté-là, en tout cas pour la plupart. Donc ça répond aussi à ça, de pouvoir donner de la confiance. Et puis enfin, ça répond aussi aux injonctions parentales de responsabilisation. On veut que les jeunes deviennent des adultes et prennent leurs responsabilités. Et donc tout ça, ça entraîne au fait de devoir faire confiance, de devoir donner la confiance, mais aussi de devoir la respecter quand on est un ado. Donc, on passe aux limites. Vous avez à peu près compris le cadre, enfin vous m'interpellez sinon. Vous avez à peu près compris le cadre de cette éducation basée sur la confiance. Et donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir un petit peu les limites de ce modèle éducatif-là. Et donc on voit qu'au regard des différents produits, les parents transmettent certaines dispositions à l'égard des produits et des consommations en fonction de leur culture et en fonction de leurs propres pratiques. C'est-à-dire que tous les parents ne vont pas forcément avoir le même degré de tolérance, ce que j'ai mis, le seuil du normal et de la déviance, on va dire le même degré de tolérance, les mêmes niveaux d'alerte en fonction non seulement du genre des parents, c'est-à-dire les pères et les mères vont pas forcément avoir le même regard sur l'alcool, sur le cannabis, sur le tabac, et ça va aussi varier en fonction des origines sociales et aussi en fonction du parcours de consommation des propres parents. C'est-à-dire que tout simplement, la façon dont les parents peuvent consommer encore actuellement ou la façon dont ils ont pu consommer eux-mêmes jeunes ne va pas entraîner le même style éducatif, la même éducation qu'ils vont donner à leurs enfants. Donc des trucs assez un peu évidents, c'est-à-dire que quand on a été soi-même, quand on est soi-même consommateur de tabac, on va peut-être être un peu plus tolérant sur la consommation de tabac de ses enfants. Ça marche pas toujours, il y en a plein qui ne faites pas ce que je dis, mais je le fais quand même, surtout pour le tabac. Mais en tout cas, voilà, on peut avoir cet aspect-là. La relation de confiance, donc même quand elle est sous la forme d'un contrat, c'est-à-dire on a vraiment posé clairement, explicitement ce qu'on attend des enfants, ne constitue pas à elle seule un bon garant en termes de prévention. C'est-à-dire que si on a posé des cadres, mais qu'en réalité les parents sont consommateurs, peut-être que les normes qui ont été transmises ne sont pas forcément les meilleures en termes de prévention. Par exemple, si les parents sont eux-mêmes consommateurs de cannabis ou gros consommateurs d'alcool,
et ils sont d'accord pour que les enfants adoptent les mêmes pratiques, c'est peut-être pas, en tout cas d'un point de vue de santé publique, c'est peut-être pas le meilleur moyen d'assurer une prévention. Donc de ce point de vue-là, la confiance, elle peut s'avérer peu efficace lorsque les normes familiales de consommation et les pratiques considérées comme désirables ou acceptables s'avèrent elles-mêmes à risque selon les normes sanitaires. C'est clair ? Donc côté jeune, on a un petit peu deux pôles. On a cette idée, mais qui est plutôt un idéal de transparence totale, et l'autre pôle, c'est la double vie, c'est-à-dire de cacher une partie entière de sa vie. Et entre ces deux grands pôles, ils ne sont jamais pleinement réalisés, on a ce qu'on a appelé, nous, la vie à soi. La vie à soi, ça veut dire que les parents, ils ne savent pas tout. On a une part de vie privée, on a une part d'intimité. Et c'est justement l'enjeu de savoir ce qui tombe dans le domaine de la vie à soi. Donc la revendication de la vie à soi peut alors conduire la relation de confiance à des paradoxes dans la relation des sorties. C'est-à-dire qu'on imagine assez facilement que le domaine de la vie intime, de la vie affective, de la vie sexuelle appartiennent à la vie à soi de l'adolescent. Et notre question, c'est un petit peu, est-ce que les consommations, est-ce que ce qui se joue dans le moment de la fête appartient aussi à la vie à soi, ou est-ce que ça doit plutôt tendre vers une forme de transparence? Est-ce que les parents ont envie de tout savoir ce qui se joue à ce moment-là? Donc la confiance dans ces formes-là, elle peut prendre différentes formes. D'un côté, elle peut être une forme de délégation du contrôle parental, c'est-à-dire on veut que les adolescents appliquent les normes qu'ils ont reçues à travers l'éducation. C'est-à-dire qu'on passe d'un contrôle direct des parents, où les parents sont toujours derrière à leur dire ce qu'ils doivent faire, en disant maintenant t'es grand, tu sais ce que tu dois faire, applique-le. Ça, c'est la délégation du contrôle parental. L'autre forme, c'est un contrôle parental indirect. Puisque la confiance réclame de la communication, c'est ce que je vous disais tout à l'heure un petit peu dans le calcul, le contrôle indirect, c'est-à-dire, je sais pas, je te vois pas, la fête, je la fais pas avec toi, tu la fais entre tes copains. Par contre, j'attends qu'il y ait un retour, que tu me racontes tes soirées, que tu me racontes ce que tu as fait avec tes copains. Et ça, d'une certaine manière, c'est une forme de contrôle indirect. On apprend par la parole ce que les jeunes font, et ça peut être rassurant pour les parents. Ils sont plus dans une incertitude totale, ils ont au moins quelques bribes d'informations. Et l'enjeu, c'est jusqu'à quel point on raconte ou on raconte pas ce qu'on a fait avec ses copains. Et la troisième forme, et là c'est un petit peu le côté paradoxal, c'est que la confiance peut parfois normaliser, voire prôner le recours au secret, si ce n'est au mensonge, dans une relation qui pourtant revendique une forme de transparence dans la communication. Donc, je vais peut-être m'étendre parce que ce n'est pas forcément simple. C'est-à-dire que vous l'avez compris, la confiance, c'est l'idée justement de ne pas se cacher les choses. Et pourtant, au moment de l'adolescence, parce que justement c'est un processus de transition de l'enfant vers la vie adulte, parce que c'est un moment où on construit cette vie à soi, c'est-à-dire une partie qui n'est pas totalement transparente, on peut normaliser le fait qu'il peut être normal de mentir au moment de l'adolescence. Et ça, on normalise d'autant plus le recours au mensonge au moment de l'adolescent que les parents ont eux-mêmes menti quand ils étaient adolescents à leurs propres parents. Donc ça peut paraître un petit peu paradoxal, on comprend que d'un point de vue moral, c'est mal de mentir, mais n'empêche que le mensonge, il est quand même assez fréquent. Et donc, ce qui nous intéressait, c'est un peu de faire une sorte de sociologie du mensonge, dans quel cas on est autorisé à mentir. Et on voit ce paradoxe-là dans la relation de confiance, c'est que malgré cette forme de relation, on peut finalement non seulement normaliser le recours au mensonge, mais aussi normaliser le fait qu'il y ait certaines pratiques qui soient potentiellement déviantes, c'est-à-dire qui ne respectent pas scrupuleusement les normes attendues par les parents au nom de la vie à soi. Vous me suivez toujours? C'est bon? Allez-y, il n'y a pas de problème s'il y a des questions dès maintenant. Donc, de ce point de vue-là, on voit que cette régulation, cette manière de contrôler un petit peu, de gérer les sorties et les consommations associées, vont se structurer dans l'espace familial autour de 4 grandes dimensions. La première, c'est tout simplement les normes et les pratiques familiales de consommation. Ça peut paraître assez évident. On comprend bien qu'on ne va pas gérer les sorties et les consommations selon que les parents soient ou non consommateurs. Le deuxième, c'est l'encadrement des sorties.
et c'est là aussi où la dimension du genre va toucher beaucoup, parce que les filles et les garçons n'ont pas la même liberté, encore aujourd'hui, au regard des sorties. Je vous spoil un petit peu, les filles, on les contrôle un peu plus. La troisième dimension, c'est le rapport entretenu par les jeunes à la famille. C'est-à-dire que lorsque il y a un petit peu un rapport conflictuel, on peut comprendre aussi que les jeunes ne vont pas forcément respecter ce que les parents attendent d'eux. Et donc peuvent très bien faire le mur, etc., de manière à gérer comme ils l'entendent leur sortie. Et enfin, et c'est là, ça va être un petit peu le cœur de la suite de ce que je veux vous dire, la quatrième dimension, c'est le rapport entretenu par la famille à l'égard du monde et de ses dangers. Et c'est ça qui m'intéresse, qui nous a intéressés dans l'étude, c'est de voir justement, au regard de leur propre représentation de ce qui est dangereux, eh bien c'est comment ces représentations-là vont organiser leur pratique de consommation et de sortie. Et c'est ce qui nous amène à parler de culture familiale de réduction des risques. Et d'une certaine manière, on essaye toujours de contrôler les consommations, même dans les consommations les plus importantes. C'est jamais des consommations totalement débridées, totalement anarchiques. Il y a toujours une forme de régulation, de contrôle dans ces sorties-là. Donc on observe que familialement, en tout cas dans notre culture et dans cette tradition française, on a une certaine culture du boire. L'alcool est encore très présent, ça tend à changer, vous le savez. Depuis les années 60, la consommation d'alcool elle a été divisée par plus de 2 fois et demi, essentiellement par une diminution de la consommation de vin. Il n'empêche que dans les familles, le plus souvent, c'est là où se jouent les initiations aux alcoolisations. Le tout premier verre, il est encore pris, pour une grande majorité, dans un contexte familial. Souvent, c'est même le premier verre qui est un petit peu oublié chez les jeunes. C'est-à-dire que pour eux, le premier verre, le vrai premier verre, c'est celui qui est bu avec les copains-copines, plutôt dans une logique de ressentir les effets de l'alcool. Ça, c'est un petit peu ce qu'ils se rappellent. En fait, ils se rappellent plus de leur première forme d'ivresse que du tout premier verre. Mais il n'empêche que, objectivement, le tout premier verre, il est plutôt pris dans un contexte familial. Et l'orientation, il est plutôt... en tout cas, l'initiation, elle est plutôt tournée vers un apprentissage du goût. C'est souvent plutôt le vin qui est proposé. On ne propose pas à son adolescent de boire un whisky d'entrée ou un whisky coca. On propose plutôt un vin et on lui demande, on essaye de l'initier vers une culture du vin. Donc c'est vraiment un verre qui est proposé, c'est pas juste une gorgée. Oui, je dis un verre, mais c'est une gorgée. On ne leur demande pas de boire... Ça peut être aussi, tu vois, c'est pas bon, c'est pas intéressant. Parce que là, vous dites vraiment pour l'initier, goûter le bon vin français. Et... On n'a pas, nous, en tout cas dans les récits qu'on a eus et dans d'autres études, on n'a pas des parents qui essayent à dégoûter leurs enfants en leur proposant une gorgée d'alcool. On peut avoir des... Non, allez-y. Non, ma propre initiation. Alors, ce qui peut y avoir, c'est que le premier verre peut entraîner des réactions de dégoût chez les jeunes. Oui, c'est ça, c'était plutôt autour d'une réaction. Ouais. Voilà, Mais l'intention des parents, c'est pas le dégoût. C'était vraiment discuté, qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que tu ressens, et t'aimes pas, enfin voilà. Oui, alors ça peut fonctionner, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une intention de dégoût du côté des parents. C'est plutôt dans leur intention un apprentissage du goût. Et on voit justement, et là on peut retrouver des effets de genre aussi, des formes de déception. Quand les garçons, par exemple, n'aiment pas le vin, il y a une certaine déception qui est plus marquée que lorsque les filles n'apprécient pas ça. Du côté des parents, j'entends. Alors, il y aura toujours des exceptions, mais tendanciellement, on retrouve ça quand même dans nos récits. Et du côté des parents, il y a quand même beaucoup cette image-là que l'apprentissage dans la famille de l'alcool pourrait être vu comme une réduction des risques. Et ça, c'est très critiqué, en tout cas par les promoteurs de santé publique, parce que pour eux, ils voient avant tout une initiation à un produit. Le meilleur apprentissage, c'est au contraire de reculer le plus possible les premières prises de consommation. Donc on observe d'une part cette idée-là, la transmission d'une culture, une culture du boire, et puis de l'autre, là c'est un petit peu complexe, je vais peut-être expliquer, c'est qu'on a d'un côté un développement de la communication et de l'échange, de la confiance en famille, qui est plutôt vu comme une forme de facteur de réduction des risques, au sens où, et ça on l'avait fait dans une autre étude, et d'autres chercheurs ont confirmé à peu près nos résultats, c'est l'idée que quand on a une bonne qualité d'échange, une bonne communication dans la famille, c'est là où on observait les moins grosses consommations du côté des jeunes. Donc l'idée d'avoir un bon dialogue, d'être en bon terme,
était bien plus efficace que de poser des règles autoritaires sur ces consommations-là. Tout simplement, quand la qualité de la relation elle est bonne, les jeunes sont moins tournés vers les consommations les plus excessives. Donc de ce côté-là, la confiance, la communication était vue comme un facteur de réduction des risques. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un moyen un outil d'information sur les comportements. Le fait que les jeunes leur racontent, leur communiquent ce qu'ils ont consommé. Donc on a cette culture familiale du boire, et on a aussi ce que d'autres chercheuses ont appelé la culture juvénile du boire. Je vais schématiser, mais ça fonctionne à peu près dans ce sens-là. C'est-à-dire que la culture familiale du boire, elle est plutôt tournée autour d'une certaine forme de modération. Alors que la culture juvénile du boire, c'est plutôt la recherche de l'ivresse. Donc on a un petit peu ces deux cultures-là qui vont s'opposer, en tout cas, on va dire, chez les 15-25 ans, je trace à grands traits. Et ce qui font que pour les jeunes qu'on a interrogés, la majeure partie des prises de risques va être envisagée plutôt en dehors de la famille. Et c'est ce qu'on a appelé ensuite les risques collatéraux, c'est-à-dire qu'on n'estime pas que des pratiques à risque existeraient dans la famille. S'il y a des prises de risques, c'est forcément en dehors de la famille. Vous allez voir, ça ne va pas être aussi simple. Ce qui nous amène à reconcevoir donc justement ces pratiques de consommation, où on voit que la plupart des consommations adolescentes d'alcool, y compris les plus importantes, s'organisent dans des pratiques socialisées et dans les contextes festifs. C'est-à-dire que les jeunes, ils consomment pas. C'est pas le mode juvénile de consommer, par exemple, d'accompagner un repas avec du vin. Ça, c'est plutôt un effet générationnel, un mode adulte. Les jeunes, il y a certaines expressions, vous entendez le boire pour boire. Le manger, c'est pas la centralité. La centralité, c'est de faire la fête, d'avoir des effets psychotropes et plutôt tourner vers la consommation d'alcool pour l'effet, pas pour le goût. On s'en fiche de boire des mauvais alcools, voire même on essaye plutôt de masquer leur goût avec des jus de fruits, avec des sodas. C'est ça, en tout cas, ce qui préoccupe les plus jeunes. Donc, on a plusieurs concepts en sciences humaines, vous allez voir. Je vais essayer d'expliquer en quoi ça peut être important, en quoi ils peuvent nous être utiles. On a 3 grands concepts qui, pour moi, sont éclairants. Alors, vous allez voir, ça peut paraître un peu contradictoire. On va parler de perte de contrôle contrôlée. Donc, il y a un paradoxe, vous l'avez compris. Alors, qu'est-ce qu'on entend par perte de contrôle contrôlée ? Perte de contrôle, c'est simplement la recherche d'ivresse. Mais quand on décide, par exemple, de prendre une cuite, on organise sa cuite. C'est-à-dire qu'on va essayer d'éviter des effets de consommation jugés néfastes et on va surtout essayer d'encadrer sa cuite dans un temps, un espace, avec certaines personnes et on va surtout essayer de réguler l'intensité de sa cuite. Ce qui amène le côté un peu paradoxal de perte de contrôle contrôlé, parce que quand on prend une cuite, généralement on ne prend pas une cuite sur 7 jours. On prend une cuite, un soir, une nuit, parfois sur 2 jours, mais on respecte à peu près, en tout cas tant qu'on n'a pas de troubles d'usage de l'alcool, le cadre qu'on s'est fixé. Donc c'est en ce sens-là qu'on parle de perte de contrôle contrôlé. D'autres chercheurs vont parler de boire extrême. Boire extrême, ça veut dire qu'on n'envisage pas forcément sa cuite, disons, comme quelque chose de négatif, puisque ce qu'on recherche avant tout, c'est la recherche du plaisir, une expérience positive. Donc on va parler de boire extrême, c'est-à-dire qu'on déborde largement les normes de consommation, mais pour autant, on ne considère pas qu'on sort de la normalité, parce que nos intentions sont les mêmes que tous les consommateurs. On cherche à se faire plaisir, on cherche une expérience positive dans la consommation. Et ça, c'est les intentions d'a priori tous les consommateurs. Donc même si on boit exagérément, on ne considère pas que notre consommation est un problème en soi. Donc on parle de boire extrême au sens où on a simplement étendu le seuil de la normalité. Mais on ne bascule pas dans quelque chose qui serait anormal. On appartient toujours à la normalité. Et d'autres vont parler d'hédonisme calculé, où là encore, on comprend qu'il y a une sorte de balance entre le plaisir recherché et les effets nuisibles issus de ces pratiques. Donc je pense que tous ceux qui ont connu la cuite, c'est la fameuse gueule de bois. On se réveille, plus jamais. On a tendance un peu à oublier.
Mais du coup, il y a toujours un jeu de balance. C'est-à-dire, est-ce que la consommation justifie les effets désagréables qui vont s'en suivre? Et on reste dans ces pratiques-là, dans cet hédonisme calculé, si le plaisir qu'on associe à ces pratiques, il pèse toujours plus lourd que les effets néfastes pris dans ces consommations-là. Donc tout ça, ça renvoie à l'idée que les consommations, les alcoolisations, elles ne se font pas dans une anarchie, elles se font dans des ensembles de régulation. Il y a des normes, il y a des valeurs, il y a du calcul. Donc côté juvénile comme côté parental, les risques sont davantage centrés sur les dommages collatéraux, c'est-à-dire qu'on met avant tout la focale sur les risques psychosociaux et sur les risques à court terme, comme par exemple le coma éthylique, le vomissement, les formes de délit, là c'est plus par rapport au cannabis, mais ça peut être aussi par rapport au délit routier, plutôt que sur les risques médicaux à long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas les risques addictogènes, les risques cancérigènes qui sont apparus dans les discours. Ça leur échappe un peu plus, ça échappe d'autant plus du côté des jeunes. Ils ont un peu plus de difficultés à se projeter sur un temps long, à concevoir que l'alcool est un cancérigène, à concevoir qu'il y a un risque addictogène à travers l'alcool. Donc on va avoir 3 grands risques qu'on nous on a appelés collatéraux, c'est-à-dire des risques sur les temps courts. Ça va être le risque routier, le risque des violences sexuelles, et là dans les discours on a l'impression que ça concernerait que les filles. On a le risque des violences physiques, et là inversement on a l'impression que ça concernerait que les garçons. Et ces 3 grands risques confirment d'autres enquêtes qui ont été menées sur cette question-là, et on va retrouver la dimension du genre de manière assez prégnante dans ces conceptions-là. Donc le risque routier, je vois l'heure qui passe, je vais essayer de ne pas trop déborder. Donc le risque routier, c'est vraiment le risque collatéral qui est typiquement incarné en conduite en état d'ivresse. C'est-à-dire que c'est souvent le premier auquel les parents et les jeunes nous évoquent quand on leur demande quelles sont les conduites à risque. Ici, on a quand même les garçons qui sont plus directement touchés, notamment sur la mise en garde de ne pas conduire lorsqu'ils ont bu, alors que les filles sont plutôt alertées sur les dangers de monter dans la voiture de qui a bu. Et ici, la gestion de ce risque-là va plutôt inviter à faire en sorte que les jeunes, lorsqu'ils s'alcoolisent, dorment sur place. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui est plutôt passé. Il y a eu plein de campagnes de prévention, notamment le SAM, etc. Donc, globalement, ils l'ont plutôt assimilé. Il y a toujours des petits écarts, où le conducteur ne boit pas. Donc, en tout cas, c'est ça. Mais dans l'idée, pour les plus jeunes, c'est de dormir sur place. Et ici, donc on a une réduction des risques. Effectivement, ça permet d'éviter le risque routier, mais on a quand même 2 angles aveugles qui limitent, en tout cas, le côté préventif. D'une part, c'est que c'est justement lorsqu'on n'a plus besoin, en tout cas quand on s'assure qu'on ne va pas conduire, qu'on peut consommer davantage. Puisque je ne prends pas de volant, j'ai le droit de boire autant que je veux. Et l'autre risque, c'est qu'on va négliger le risque de violence sexuelle dans les espaces privés. C'est-à-dire qu'il y a des agressions sexuelles ou des viols qui se font justement dans l'espace privé, dans des formes d'entre-soi, et pas seulement dans l'espace public, j'y reviendrai. Le deuxième risque, c'est les risques de violence sexuelle. Et globalement, dans les discours, aussi bien des jeunes que des parents, on avait l'impression que c'était uniquement les filles qui étaient concernées par ce risque-là. Au sens où, effectivement, elles sont, dans la grande majorité des cas, les victimes de ces violences-là, mais quand j'entends que c'était uniquement elles qui étaient concernées, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'elles qui devaient gérer la question des violences sexuelles. C'est ça qui, en tout cas, est plus problématique. Donc ça conforte d'autres enquêtes, et on voit dans les récits que toutes les jeunes filles, assez spontanément, elles nous évoquent ce qu'on pourrait appeler la charge mentale d'avoir à gérer les violences sexuelles. Elles ont constamment en tête ça quand elles sont en sortie festive ou quand elles peuvent consommer. Donc ça va vraiment structurer, organiser leur conduite, parce qu'elles doivent toujours penser à la menace de subir une agression ou un viol. Et ici, cette gestion-là, le fait d'avoir à gérer les risques des violences sexuelles, incombe essentiellement aux jeunes filles et à leurs parents. Autrement dit, les garçons, ils sont un peu exemptés de cette charge-là et de cette prise en charge de la menace potentielle qu'ils représentent. C'est-à-dire que, c'est ce que je vais vous remettre, on a globalement l'idée
on voit bien que les filles peuvent potentiellement être victimes d'une violence. Par contre, on a toujours plus de mal à concevoir que notre propre garçon peut potentiellement être un agresseur sexuel. Ce qui peut s'entendre, c'est notre enfant, mais dans la représentation des parents, on conçoit des victimes, mais on ne conçoit pas d'agresseurs. Oui, mais donc ça, c'était en 2016, Ouais. 2014-2016. Aujourd'hui, on dit qu'ils sont déconstruits. Je pense Pas tous. Pas tous. Pas tous. Si vous avez revu le rapport sur l'égalité homme-femme, on voit qu'il y a des pôles. Il y a un peu un retour des valeurs viriles aujourd'hui. Et de ce côté-là, ils ne sont pas tous déconstruits. Et après, juste par rapport Allez-y. les filles aussi, c'est toute la question, tu bois, mais méfie-toi aussi, le verre qu'on te propose, prends pas un verre, attention au GHB. Ouais. Et de même, les Ouais. garçons aussi, ils peuvent, voilà, et après, alors, ils se retrouvent Je vais y dans la venir. carte bleue, ils sont plus ou moins conscients, mais ils font l'alcool et tout. Je vais y venir. Oui. Je vais y venir, parce qu'on va toucher effectivement à ça. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un peu plus de médiatisation sur ces violences sexuelles. Quand nous, on fait l'enquête au milieu des années 2010, on est vraiment sur cette médiatisation de la drogue du viol, notamment le GHB. Donc on voit que dans les représentations, on a toujours la peur de l'agression sexuelle qui se focalise sur les espaces publics et sur les hommes inconnus. Ça, c'est vraiment le stéréotype, en tout cas, du viol. Et on voit que, quand je disais que ça allait organiser, cette menace de l'agression sexuelle va organiser les consommations des filles, et notamment parce que la consommation va brouiller à la fois les formes de désir, mais aussi les formes de consentement. Quand on est sous influence, on n'est plus tout à fait soi-même, et donc ça va, ce que Alexia Boucherie appelle des zones grises, c'est-à-dire on a un petit peu du mal à concevoir, c'est-à-dire que c'est l'idée la zone grise, c'est l'idée d'un consentement mais sans désir. Donc avec l'alcool, on a toujours la peur de ne plus être soi-même avec l'alcool et de faire des choses qu'on regrettera sobre et aussi très fortes du côté des filles. C'est-à-dire l'idée d'avoir un rapport sexuel mais qu'on va regretter le lendemain. Donc on a une vigilance à l'égard du risque d'agression sexuelle. Elle va d'autant plus être renforcée qu'on passe des soirées avec des garçons qu'on ne connaît pas ou peu. C'est toujours la peur du garçon inconnu. Et enfin, quand il y a des rapports sexuels sous influence, donc sous influence de l'alcool mais aussi avec d'autres produits, même lorsqu'elle n'est pas pleinement désirée, on est dans cette zone grise définie par Alexia Boucherie, ça peut quand même faire l'objet d'un travail de normalisation tant que ces rapports-là s'inscrivent dans une sexualité de couple. Je ne sais pas si je suis bien clair pour tout le monde, c'est-à-dire que si on couche avec son petit copain alors qu'on est sous l'influence d'un produit ou de l'alcool, on ne va pas forcément considérer ça comme une forme de viol, quand bien même on n'en ait pas de désir. Parce que dans la sexualité de couple, on peut consentir à avoir des rapports quand bien même on n'a pas de désir. Donc ça se retrouve encore plus du côté des filles, mais en tout cas, elles ne perçoivent pas ça comme une forme d'agression, comme une forme de viol. Donc on voit que le contrôle de soi demeure essentiel dans ces pratiques de consommation. Ça renvoie à cette idée, je vous l'ai dit, de perte de contrôle contrôlée. Mais la perte de contrôle contrôlée, elle peut aussi se faire par le contrôle des autres, des proches, des amis, qui deviennent en quelque sorte le rôle de gardien de la personne qui a consommé. Je vous donne deux exemples, je vous donne Léa et Quentin. Donc Léa, vous pensez avoir des consommations dangereuses ou des consommations à risque. Elle nous dit, pour moi je ne pense pas, et pour les autres non plus. C'est-à-dire que certes, j'ai plus le contrôle de moi, mais il y avait des gens sur qui je savais qu'ils pouvaient avoir le contrôle de moi à partir du moment où j'étais entouré. Ça, c'est quand même quelque chose qui ressort assez massivement du côté des filles. Les filles peuvent s'autoriser à avoir des consommations où elles vont perdre le contrôle d'elles-mêmes, mais elles ne conçoivent pas cette situation comme dangereuse tant qu'elles sont accompagnées avec des personnes en qui elles portent leur confiance. Quentin aussi nous dit, en fait, il faut toujours avoir une personne qui boit presque pas, surtout dans ce genre de soirée, en l'occurrence celle où il y a pas mal de monde parce que cela peut très vite déraper, et quand ça dérape, ce n'est jamais bon. Donc on comprend toujours l'idée que les pertes de contrôle sont encadrées, sont contrôlées par les autres, notamment d'autres qui peuvent être moins sous influence. Donc de ce point de vue-là, on a toujours le poids des formes de socialisation, notamment dans les rapports hétéronormatifs, donc disons hétérosexuels. On a toujours un peu ces deux rôles, où d'un côté on a une fille respectable et celui du garçon séducteur. On comprend ce rapport passif-actif, on a un double jeu où il s'agit à la fois pour les garçons d'être plutôt insistants et les filles d'être plutôt résistantes.
Et donc, ce modèle-là, ce modèle de séduction, qui reste encore dominant, hein, va organiser les rapports de séduction, notamment dans les contextes festifs, et on va voir que l'alcool va aussi perturber ces modèles-là. C'est-à-dire que dans les représentations, l'ivresse des filles, ça paraît toujours un peu contraire, le fait de se désinhiber, ça paraît toujours contraire à la retenue féminine qui est encore largement attendue, et ça va être vu par les garçons, en tout cas hétérosexuels, comme un signe de disponibilité sexuelle. C'est toujours l'idée qu'une femme qui est ivre reste une femme sexuellement disponible. Oui, mais la prédation de ce côté-là, lui il se dit bah tiens, elle est un peu alcoolisée et méchée, je vais en faire ce que je veux. Ah, si, justement. Forcément, la jeune fille qui est disponible et... Dans sa représentation, oui, c'est ça. Et donc, on a le cas encore de Léa, qui nous raconte comment elle a pu être embarquée par un garçon dans une chambre avant d'être sauvée par un ami. J'avais bu légèrement, il y avait un garçon je n'avais pas vraiment eu trop le choix, il m'avait embarqué sur son épaule, il était très, très costaud, il m'avait emmené dans une chambre, j'ai crié, et il y a un de mes copains qui est venu me sauver, puis on est parti, et puis voilà. Oui. Donc ça renvoie vraiment à ce modèle-là. Maëlys, une autre jeune fille, qui nous rappelle combien, pour les garçons, une fille ivre est une conquête facile. Comme quoi c'est la facilité, parce qu'au final, elle peut plus se défendre. C'est une forme de facilité. Donc les lectures sur la facilité brouillent là aussi les frontières entre les normes morales et juridiques, où on ne sait jamais trop de quoi on parle exactement. Est-ce que ça renvoie à la mauvaise réputation de la fille facile, celle qui a une sexualité qui est un peu trop débordante, j'entends dans les représentations, qui serait plutôt dévergondée, ou tout simplement la notion de viol, par surprise, lorsque la jeune femme n'est plus en capacité de consentir. Elle donne encore un autre cas, Léa. Il y a 3 filles qui sont arrivées, qui ont pris une bouteille de vodka, elles l'ont vidée, c'est n'importe quoi. Il y en a une, elle a couché avec 4 garçons dans la soirée quand même, c'était une catastrophe, elles étaient là, elles dansaient, elles se touchaient, enfin c'était dégoûtant. Donc on voit que dans la représentation et dans le récit que nous donne Léa, on est plutôt sur la description de jeunes filles dévergondées. Mais en réalité, on ne sait pas si on était plutôt dans la frontière morale, de la mauvaise réputation, ou dans des situations d'agression ou de viol. Du côté des garçons, l'alcoolisation masculine peut plutôt amplifier l'interprétation des signes amicaux comme un intérêt pour un rapport sexuel. C'est-à-dire que quand on voit que une jeune fille peut accepter qu'il y ait un peu plus d'échanges, qui peuvent tout simplement ne pas avoir d'intention sexuelle, le garçon alcoolisé va le lire comme une intention sexuelle. Va minimiser l'importance des signes qui le contredisent et augmenter l'agressivité des hommes, mais quand ils sont déjà prédisposés à être agressifs. Ouais, j'essaie de réduire un peu. Donc on voit que les agressions sexuelles peuvent survenir quand les avances se voient rejetées. Je vous donne l'exemple de Quentin, puis j'irai un peu plus vite sur les autres. Donc cela arrivait, pas à l'une de mes soirées, mais à des soirées à d'autres, qu'une fille n'a pas voulu d'un homme, mais l'homme a voulu d'elle quand elle était bien bourrée. Là, ça s'est pas très bien passé, et du coup les deux sont chamaillés, c'est parti très très mal. Je vais passer, pour accélérer un petit peu ces cas-là. Je passe aux violences physiques, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc on voit que les violences physiques sont principalement associées à l'espace public et ne concernent dans nos récits que des violences masculines sur d'autres hommes. Donc on a 2 types de violences physiques qui se distinguent dans les récits. Le premier, il est incarné par les autres, là encore des inconnus, c'est les violences qu'on subit, dont il faut se protéger en l'occasion en ripostant. Le second type de violence va émaner du jeune, c'est une violence qui est agie et qui se voit dans les récits positivement justifiée, autorisée et restreinte sous 3 motifs. Je vais les énumérer. Donc le premier, c'est un rôle de pacificateur de la violence physique des autres. Je vous donne juste le cas de Dylan. Là par contre, si ce genre de choses peuvent se passer, une bagarre, je peux avoir un excès d'agressivité parce que sur le moment, moi, cela va m'énerver. Le deuxième cas, c'est la défense de son honneur viril. C'est-à-dire, là c'est le cas de Charles. Donc Charles, c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt bagarreur. Donc Charles peut légitimer le recours à la violence physique lorsqu'il s'agit de défendre son honneur, de montrer qu'on ne se laisse pas faire, qu'on en a face à ceux, je le cite, qui sentent pousser des couilles. Le troisième cas, qui renvoie aussi aux violences sexuelles, c'est la défense des filles du groupe à l'égard des agressions sexuelles des autres garçons. Toujours Charles, on était 2, ils étaient 7, il y avait 5 filles avec nous, donc nous on raccompagnait les filles, et puis après on rentrait, et donc ils sont arrivés, vous êtes mignonnes, des mains en cul, et voilà, on s'est défendus, on les a défendus en tout cas.
Je termine juste sur les violences physiques. Donc en dehors des logiques de défense, la violence agie est jugée mauvaise lorsqu'on devient con, lorsqu'on devient méchant, lorsqu'on décable. Je passe rapidement sur l'extrait. On voit en tout cas que chez les garçons, il y a toujours la stratégie de blâmer l'alcool, qui devient toujours une excuse possible de la violence agie et illégitime des garçons lorsqu'ils estiment avoir perdu le contrôle de soi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne se remettent pas forcément en question sur leur manière d'être un garçon, d'être un homme, d'être masculin, leur rapport à la violence. Au contraire, on va plutôt blâmer l'alcool. Et ça marche aussi bien sur les violences physiques que sur les violences sexuelles. Donc on voit que ces aspects-là vont structurer une éducation parentale qui ne va pas être la même pour les filles et pour les garçons. Ce qui renvoie à l'idée que les filles vont être doublement surveillées en référence à la fois aux normes genrées de consommation, c'est-à-dire qu'on attend toujours qu'une fille boive moins qu'un garçon, et inversement, on peut aussi attendre qu'un garçon boive plus qu'une fille, et aussi au risque d'agression sexuelle. Donc les parents accordent beaucoup plus, une plus grande tolérance concernant les consommations et les soirées du côté des garçons. On n'a jamais eu cette tolérance-là parce que la peur du viol, elle était omniprésente, tant du côté des filles que du côté des parents. Donc la prévention parentale, elle va demeurer asymétrique de ce côté-là, c'est-à-dire qu'elle n'est pas symétrique entre les garçons et les filles. Et comme je le disais, on attend toujours à ce que ce soit les filles qui gèrent l'évitement des risques d'agression sexuelle. Les garçons, en tant que potentiels auteurs de violence, ne sont pas l'objet d'une éducation et de la prévention parentale, en tout cas au moins dans les milieu des années 2010, ni de l'éducation et de la prévention tout court à l'égard des violences sexuelles. L'éventualité que les adolescents puissent être les auteurs de ces violences reste un impensé, sans doute parce que impensable pour leurs propres parents. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, on a des potentielles victimes bien identifiées, mais l'identification des potentiels responsables, elle reste toujours obscure. C'est-à-dire que ça renvoie toujours à un garçon inconnu, comme s'il n'avait pas de parents. À l'inverse, je passe assez rapidement, quand il s'agissait d'évoquer la sexualité entre les pères et les fils, c'était plutôt sous la logique de la complicité, de l'humour grivois, de la conquête. On est très 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 loin d'un message préventif en matière d'agression sexuelle. Je passe là-dessus pour passer la chose. Je vais aller plus vite à la conclusion pour laisser la parole aux échanges. Donc ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure. Ce qui est important, c'est d'essayer de démystifier la drogue du viol et de son altérité menaçante. Je vous donne les principaux éléments. On a toujours tendance à se focaliser sur les produits les plus étrangers, en tout cas nos scénarios culturels de consommation de produits psychotropes, c'est-à-dire que le scénario de l'ivresse, je renvoie au travail de l'anthropologue et l'historienne Véronique Naumgrapp. On connaît tous à peu près comment ça se passe, une cuite, une ivresse alcoolique. Dans l'imaginaire, dans les médias, dans, les romans, les films, les BD, on décrit ces phénomènes de scène alcoolique. Alors que l'ivresse ou la défense des autres drogues, elle est moins connue. Donc ça fait toujours un peu plus peur. Donc on voit toujours le côté plus menaçant des produits qu'on ne connaît pas que les produits qu'on connaît. Donc en l'occurrence l'alcool. Le mythe de la drogue du viol, il renvoie toujours à l'idée de la figure de l'homme inconnu. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui en l'occurrence va mettre ce GHB, va mettre ce produit dans son verre. Ça se focalise toujours sur les lieux publics. Et on en a encore beaucoup parlé avec le procès de Mazan, on va se focaliser sur les cas de soumission chimique. C'est-à-dire le fait d'avoir introduit sans consentement à la personne un produit qui va la mettre hors d'état de consentir. Et ce phénomène-là, cette focalisation sur la drogue du viol, va tendre à négliger ce qu'on appelle une vulnérabilité chimique. Vulnérabilité chimique, ça veut dire que la personne a consommé volontairement l'alcool ou le produit, mais par contre n'est plus en état de consentir. Donc la peur de la drogue du violeur vient tordre la réalité, parce que c'est l'alcool qui est bien plus souvent associé que les autres produits illégaux aux agressions sexuelles en milieu festif, et surtout, je pense que peut-être que vous le savez maintenant, j'espère, que les viols sont davantage le fait de personnes de l'entourage. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, les agressions sexuelles, elles interviennent bien plus avec l'alcool et quelqu'un qu'on connaît un petit peu, plutôt qu'avec un produit qu'on ne connaît pas et quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, je ne dis pas que ça n'arrive pas, le cas produit par la drogue du viol, mais c'est une minorité par rapport aux agressions et aux viols. Donc le mythe de la drogue du viol vient conduire à renforcer une éducation genrée qui limite davantage les consommations et les sorties des jeunes filles, tout en les chargeant de la responsabilité de ne pas se mettre en danger de subir des violences de genre. C'est toujours aux filles à qui on demande
justement, de se protéger. Et finalement, on peut presque, c'est toujours l'idée de blâmer la victime. C'est-à-dire que si finalement elles ont subi ça, peut-être qu'elles n'avaient pas mis suffisamment de moyens de se protéger. En tout cas, j'entends dans les discours. Donc dans la famille, mais aussi au-delà, la prévention des violences de genre peut inciter les jeunes filles à réduire leur consommation dès lors qu'elles constituent un facteur de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait d'être sous influence va diminuer leur capacité à anticiper les risques d'agression, va diminuer leur capacité à répondre ou à résister aux avances sexuelles. Donc cela va toujours contribuer à renforcer la responsabilité et le blâme de la victime, tout en tendant en contrepartie à normaliser les consommations des garçons. Puisqu'on va toujours demander aux filles de moins consommer pour qu'elles soient en capacité de se protéger, alors qu'on n'incite pas forcément les garçons à moins consommer, parce que potentiellement, ils pourraient avoir des comportements d'agresseurs. Donc on voit que les garçons restent moins la cible de la prévention des violences sexuelles et que leur responsabilité sur cette question, elle demeure moins engagée. Donc ça renforce toujours l'idée que l'agresseur est un autre déviant, l'idée que les agressions sexuelles restent avant tout un sujet de préoccupation pour les femmes uniquement. Donc cette occultation détourne le regard sur le fait que les hommes ont un rôle à jouer au sein des contextes festifs dans lesquels les violences sexuelles sont banalisées à l'intérieur d'un continuum. Dans les contextes festifs, on envisage plutôt, en tout cas on encourage par la configuration à avoir des lieux qui peuvent être très très sexistes. Et donc c'est dans ce continuum-là que les agressions sexuelles interviennent. Donc les alcoolisations et les violences sont aussi des activités sociales qui ont des implications pour les hommes dans l'expression de leur masculinité et de leur hétérosexualité normative. Et le fait d'être sous influence va diminuer leur capacité à lire le consentement de leur potentiel partenaire et va augmenter le passage à l'acte des hommes qui sont les plus disposés à être agressifs. Et je vais m'arrêter dessus pour laisser la place aux échanges. Je voulais juste, ça c'est les différentes publications qu'on a pu mener avec Ludovic Gossot ou un autre sociologue, Loïc Leminor. Je m'arrête là-dessus pour vous laisser le temps pour les échanges. Merci à vous. Merci.
Donc voilà, bon, merci beaucoup.